nous aurons le discours du responsable ISEG Guédiawaye. Ok, c'est Madame Fall, Aïssatou Ndiaye. Et après, on aura... de l'ALP, monsieur les séminaristes, chers collègues, chers professeurs, chers étudiants, bonjour. À ma qualité de responsable de campus, je me permettrai volontiers de vous souhaiter la bienvenue. C'est avec le même plaisir que je me retrouve une nouvelle fois parmi vous aujourd'hui. Et je me réjouis de votre grande mobilisation qui manifeste tout intérêt que vous attachez au développement de votre campus. Vous me permettrez ainsi de féliciter chaleureusement tous les participants de cette belle journée d'échange intellectuel. Et ce séminaire nous donne à tous et à toutes une formidable leçon d'optimisme, de dynamisme d'intellectuel et d'imagination, dans une période où beaucoup s'ingénient à ne voir que les difficultés et les problèmes souvent à les amplifier. Chers étudiants, vous êtes au tout début d'un long chemin, mais vous devez absolument conserver, malgré les années qui vont passer, le savoir-être et le savoir-faire que vous a inculpé l'ISEG. Vous ne devez jamais perdre votre curiosité, votre soif d'apprendre, votre envie d'avancer, votre capacité de créer, d'entreprendre. Toutes ces aptitudes que vous avez développées à l'ISEG sont aussi importantes que les connaissances théoriques que vous avez acquises. Le monde dans lequel nous vivons évolue de plus en plus vite et les connaissances théoriques se périment et le savoir-être perdure. Chers étudiants, que Dieu fasse que vous connaissez dans la vie une réussite professionnelle éclatante qui vous fera oublier les souffrances endurées ainsi que les sacrifices consentis par vos parents. Du courage et bonne chance. Je termine mes propos en remerciant M. Ibrahima Ndiaye, professeur en droit, pour son engagement et sa disponibilité. Sans prétendre et avec de l'ambition, M. Ibrahima Ndiaye s'est donné comme motivation la permanence, recherche de la qualité et la culture insatiable de l'excellence. Et il est toujours disponible pour partager ses connaissances et son expérience avec nos étudiants. Encore une fois, merci M. Ibrahima Ndiaye. Je vous remercie. Bon séjour. Je voudrais commencer par dire ma satisfaction que j'ai, pour le plaisir que j'ai à être ce matin ici, en face d'étudiants. Je me présente, je suis M. Bahoum, je suis le chef d'antenne régional de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ. Alors, tout de suite, quand on a parlé d'insertion et d'emploi, j'ai senti la réaction de tout un chacun pour dire que c'est un enjeu aujourd'hui, les questions d'emploi et les questions d'entrepreneuriat. L'État, dans ses politiques, a mis en place des dispositifs pour essayer d'accompagner au mieux les étudiants que vous êtes, les sortants des écoles, mais tous les jeunes Sénégalais de manière générale. C'est ça l'objet de notre visite aujourd'hui ici, pour essayer, dans la prochaine étape, d'échanger avec vous sur tous ces dispositifs qui sont là pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Pour terminer, je crois qu'il faut quand même féliciter l'ISEG pour cette initiative-là. Je crois que c'est une bonne politique
parce que les étudiants, généralement, ils ne sont pas très au fait des politiques que l'État a mis en place. Je crois que c'est une bonne occasion aujourd'hui pour échanger avec vous sur tout ce qu'il y a comme dispositif et quelles sont les procédures pour y accéder. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour échanger sur ces questions-là. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. J'aime bien comment j'ai été présenté. Et lorsqu'on m'a demandé de mettre mon nom, j'ai juste rajouté mon prénom, puisque mon nom y était déjà. Je ne viens pas en qualité d'expert. Ouais, j'ai une expertise dans beaucoup de domaines, c'est vrai, mais je viens en tant que, voilà, jeune citoyen africain, sénégalais, devenu par la force des choses, qui vient partager avec vous quelques interrogations. D'accord? Avant de commencer, je vous donne déjà la fin. On commence par la fin. Vous savez, on définit un projet comme un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées avec des dates de début et des dates de fin. Tout ça bien calibré dans le temps afin d'obtenir ou d'atteindre un objectif spécifique. Il y a l'idée d'innovation dans un projet. Nous connaissons la fin. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut construire un immeuble ou un bâtiment, on va vers l'architecte qui nous fait des plans archi, des plans béton armés, etc. Et tout ça, on met dans un moule, on a déjà même l'idée de soit à quoi va ressembler le bâtiment. D'accord? C'est ça un projet. Mais la difficulté que nous avons, vous et moi, c'est que nous sommes des projets pour lesquels nous ne connaissons pas les dates de fin. C'est toujours une grâce d'être en vie quand on sait qu'il y a des gens qui nous sont proches, qui sont partis. C'est toujours une faveur imméritée que d'être ici quand on sait que certains ont peut-être pris la route comme moi ce matin pour arriver ici et ils ont peut-être perdu la vie en chemin. D'accord? La fin, c'est quoi? Parce que j'ai été invité en 2012 à l'université chez Rantadio pour animer une conférence. Et le thème, c'était le rôle de l'intellectuel dans sa localité. Et j'ai surpris tout le monde parce qu'ils s'attendaient à ce qu'un professeur vienne pour dire, écoutez, un intellectuel, c'est celui qui fait ça, qui fait ça. Et ils étaient déçus au départ, mais très satisfaits à la fin. Et tout le monde voulait avoir une photo avec moi. Pas parce que je suis important, d'ailleurs que j'ai dit souvent, ma vie est importante qu'à partir du moment où elle est utile pour les autres. C'est parce que j'estime que je peux être d'une utilité que je suis venu, que j'ai répondu favorablement à cet appel. Et mon cœur bat pour l'Afrique. Dieu me fait la grâce de visiter certains pays en Afrique. Mon cœur bat pour la jeunesse en Afrique. Et mon cœur bat davantage pour la jeunesse au Sénégal parce que c'est là où je suis installé. C'est là où j'ai passé 17 ans de ma vie jusqu'ici. Si vous faites 17 x 3, je ne sais plus combien ça fait, mais on a déjà plus de 40 ou 50. 17 x 3, ça fait 51, quelque chose comme ça. J'en suis pas déjà là-bas, mais 17 ans, quand même, c'est pas rien, c'est important comme étape de vie. Et le thème qui m'a été demandé de traiter, c'est l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, au Sénégal. C'est bien ça? L'entrepreneuriat Les jeunes au Sénégal. Ok. Ben moi j'ai noté ça différemment et je vais vous expliquer pourquoi j'ai noté comme ça. Sur la fiche, l'entrepreneuriat au Sénégal, voilà ce que j'ai noté. L'entrepreneuriat au Sénégal, une solution pour la jeunesse. Qui se sent jeune ici? Non. La réponse, tout le monde, est une fuite en avant. Si vous êtes ami à M. Kassa sur WhatsApp, qui est ami à M. Kassa sur WhatsApp? Qui a mon numéro dans cette salle? Ouais, ils sont quand même là, certains de mes étudiants, donc on se connaît. Si vous allez sur mon statut, vous allez trouver une petite vidéo où un monsieur dit, parmi les 6 nombres suivants, lesquels sont divisibles par 4.
un jeune, je vais regarder ça tout à l'heure, un enfant va répondre, tous sont divisibles par 4. Et le monsieur dit, ce n'est pas vrai, je pense que c'est 704 divisible par 4. Il dit non, le jeune dit, si, 704 je crois divisible, 705 ou c'est plutôt 6 divisé par 4, ça fait 175,75. Il dit, tous les nombres sont divisibles par 4, sauf que on n'a pas toujours un nombre, voilà, vous comprenez non? C'est très important, il faut comprendre ça. Il faut être précis. L'entrepreneuriat au Sénégal, une solution pour la jeunesse. Ce n'est pas un débat, non, je ne viens pas faire de débat, ce n'est pas un exposé, je viens plutôt vous amener à interagir pour comprendre quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face. Je vais soulever quelques-unes et vous m'en donnerez également. Et nous allons voir, je ne suis pas seul, je suis superbement bien entouré. J'ai avec moi des hommes pétris de talent, avec de l'expérience à ma gauche, à ma droite, des gens de qualité qui vont contribuer à cette petite partie, d'accord, d'échange sur les questions que vous poserez. Je préfère ça, parce que même à l'école, à l'ISEG, quand on me demande un syllabus ou des syllabies pour les cours à dispenser, j'ai l'habitude de dire, mes collègues ici qui sont aussi certainement dans l'enseignement vont comprendre mon raisonnement, quand l'école me demande un syllabus, ce que je donne, c'est juste pour amener à valider le module. C'est-à-dire on va commencer le module. Mais après, les étudiants ont des attentes qui n'ont rien à voir, vous savez qu'il y a une partie quand même, mais qui n'ont rien à voir avec le module tel qu'il a été libellé, d'accord? Vous avez des préoccupations. Les étudiants de Thiès, de Mbourg, de Saint-Louis, de Ziguinchor n'ont pas forcément les mêmes besoins en matière de développement personnel que les étudiants de Dakar, de Kermassar, de Rufisque, de Pikine, etc. Vous comprenez? Donc je prends en compte la dimension humaine qui nous amène à d'abord regarder qu'est-ce que les gens ont comme problème et comment on peut les aider. Sur ce, je vous pose la question de savoir c'est quoi l'entrepreneuriat pour vous et pourquoi vous êtes ici d'ailleurs, pourquoi vous êtes venu ici, pourquoi vous êtes dans cette salle. Quel est l'objectif de votre rencontre avec ces grands hommes qui sont ici en face de vous? Pourquoi vous êtes là? Quelqu'un peut me répondre? Qui peut me dire pourquoi il est là? À gauche. Oui, à gauche, oui. Personnellement, je pense qu'on est venu pour discuter plus précisément sur l'entrepreneuriat et nos problèmes à nous, histoire d'échanger pour trouver des solutions. D'accord, très bien. Merci, madame. Même si vous êtes célibataire, je vous appelle madame. C'est un titre de... Voilà, d'accord? N'acceptez pas qu'on vous appelle mademoiselle. C'est dépassé ça, ça arrive. Vous êtes madame. Oui, quelqu'un d'autre? C'est la seule dans la salle? Non? Oui? Vous écoutons? Non, acquérir d'expérience. Je pose la question. Est-ce que vous m'entendez au fond de la salle? Vous m'entendez? Bien, je rappelle. Vous m'entendez, non? Oui. Je rappelle que je ne parle pas fort. Si je parle fort, vous aurez mal aux oreilles. Donc quand vous prenez la parole, la première règle à faire, c'est déjà être audible. Donc parlez assez fort pour que l'on vous entende, d'accord? Merci bien. Vous êtes ici parce que vous voulez acquérir de l'expérience. Ok. L'entrepreneuriat est aujourd'hui érigé comme le moyen qui peut permettre, parce que j'entendais les collègues tout à l'heure, on était assis, dire qu'il y a 1600 bacheliers à UVS Kaolack. 1600 bacheliers à UVS Kaolack. Est-ce que les 1600 bacheliers sont inscrits? Certainement, puisqu'ils sont déjà dans le système. Et je ne pense qu'à ces 1600, je ne sais pas combien il y en a à Thiès, à Kédougou, à Matam, il y en a plusieurs. En moyenne, combien d'étudiants on a? Combien de bacheliers on a en moyenne au Sénégal? 40 000. Bien. Ça me plaît, ça. 40 000 bacheliers en moyenne par année au Sénégal. C'est extraordinaire, n'est-ce pas?
Alors, nous ne sommes pas au cours, mais moi j'applique les mêmes règles partout. Ceux qui arrivent en retard, là, s'il vous plaît, on allait commencer à 7h du matin, d'accord? Quand vous entrez dans la salle, ne perturbez pas ceux qui ont déjà cette attention. C'est important. Nous avons en moyenne 40 000 bacheliers au Sénégal chaque année. Donc en 3 ans, nous avons 120 000 bacheliers. Et je ne sais pas, je veux dire des choses que j'ai lues, je ne suis pas certain que la capacité d'absorption des établissements d'enseignement supérieur, on ne parlait déjà de l'université, puisse être aussi importante pour recevoir tous ces étudiants-là. C'est la raison d'être d'ailleurs des écoles d'enseignement supérieur dans le secteur privé. Et votre école se distingue par cette pluralité. Moi j'aime bien, c'est l'une des rares écoles, sinon l'unique école au Sénégal, qu'on retrouve un peu dans toutes les régions du Sénégal. Hein? J'ai le souvenir de mes cours au campus de Sacré-Cœur. J'ai des étudiants en ligne dans pratiquement les 14 régions du Sénégal. Et ça, c'est impressionnant. Les gens suivent de partout et certaines personnes ici ne m'avaient jamais vu, mais m'avaient déjà au moins vu sur la plateforme. On est d'accord? Donc, imaginez-vous que sur 40 000 bacheliers chaque année, et je suis convaincu que ce n'est pas 40 000 diplômés chaque année qui sortent de l'école et qui arrivent à trouver un emploi. On est d'accord? L'emploi est devenu une denrée rare. J'aurais été celui qui avait proposé le thème, je l'ai même ajouté à la suite de l'entrepreneuriat au Sénégal. J'allais rajouter l'entrepreneuriat au Sénégal en période post-Covid. Une solution pour la jeunesse sous forme d'interrogation, parce que avant, quand on cherchait du travail, ce n'était pas aussi compliqué que maintenant. On est d'accord? Et entreprendre aujourd'hui est devenu plus compliqué qu'avant, parce qu'il y a un contexte qui s'impose à nous, où il faut avoir des mesures voilà, contre la Covid-19 et tout ce qui s'ensuit. Je ne vous apprends rien. Nous avons tous été victimes de cette pandémie en termes de, voilà, sur le plan économique, social, nous avons tous été impactés. Ce n'est pas forcément la réalité d'Urbain. Ah oui, c'est quoi l'entrepreneuriat? Ah oui, vous êtes comme ça, vous pensez que je vais tout vous donner. Hein? J'ai un expert révenu, il va tout dire. L'entrepreneuriat, c'est... Non, non, il faut participer. Il faut cette interactivité. Oui, et je vais rappeler une chose. Faites-vous distinguer. La dame, là, elle s'est déjà distinguée, ça fait 2 fois qu'elle lève la main. Faites-vous distinguer, c'est important. Elle peut trouver un financement parce que les hommes qui sont là, ils ont beaucoup d'argent, sauf moi. D'accord? Moi, j'ai beaucoup de paroles et eux, ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent financer votre projet tout de suite. Hein? Oui, madame, allez-y. Si on ne retient pas... Oui. On s'écoute. On s'écoute. L'entrepreneuriat peut être défini comme moi, remplir des vols. Ça veut dire créer quelque chose à son profit, celle de son pays et aussi de ses proches. Ok. Bien, merci beaucoup, madame. Quelqu'un d'autre? Oui, oui. Pour moi, l'entrepreneuriat, il y a le verbe entreprendre, c'est-à-dire essayer de créer son entreprise, non se baser sur, par exemple, être recruté quelque part, tu vas créer ton propre entreprise dans le but d'acquérir des fonds. Bien, merci. Oui, allez-y. L'entrepreneuriat, c'est le fait de donner des actes en vue d'être autonome. Ok, envie d'être autonome. Merci. Oui, derrière. Vous êtes tous trompés, hein, jusqu'ici je n'ai pas la bonne réponse. Oui, derrière, oui. Allez-y, je ne vous vois pas, il y a une lumière là qui me... Vous devez vous parler, il me prend les yeux là. C'est l'action de créer une entreprise dans le but de générer des études. Ok, merci. Jusqu'ici je n'ai pas la bonne réponse. Oui. C'est le fait d'avoir utilisé le projet et de réunir les moyens matériels et financiers et humains dans le but de créer des biens et des services. Très bien, mais ce n'est pas vrai. Oui. Vous pouvez m'aider, oui. Oui. Oui, oui, monsieur.
Afin de sortir de la dépendance économique. Afin de sortir de la dépendance économique. Je vais vous rappeler une citation d'un homme que j'aime bien, il s'appelle Michelin. Il a dit, quand je parle, si j'utilise des mots simples, c'est pour être sûr de comprendre moi-même ce que je dis. D'accord? Quand vous parlez d'activité lucrative, c'est peut-être un mot nouveau pour beaucoup, il faut expliquer ce n'est pas lucratif. Gagner de l'argent. Ah, voilà, merci mon frère. Qui fait gagner de l'argent, le Ralis, n'est-ce pas? Qui fait gagner Ralis, bien, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas la bonne réponse. Jusqu'ici, oui. C'est bien, tu étais sur la bonne voie, mais ce n'est pas vrai. Oui, monsieur. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'utilisation de ses ressources oui. Dans une activité oui. qui va lui permettre de gagner de l'argent ou bien pour son propre développement personnel. Bien, on était presque, mais c'est pas vrai. Oui. L'entrepreneuriat, c'est le fait pour une personne de on écoute derrière. Oui. Pour une personne de créer quelque chose comme activité dans un domaine qui peut lui permettre de s'auto. Oui, mon frère, continue, tiens sur la voie. Qui peut lui permettre oui. de s'auto-suffire ou bien voir le terme échappe. De s'auto quoi? Oui. S'auto-suffire. De s'auto-suffire. Et de faire bénéficier. Son entourage. Pour un développement. Oh là là, très bien, mais ce n'est pas vrai. Bon, je vais vous dire. Merci, la définition elle est belle. Mais ce n'est pas vrai. Je donne la réponse. Écoutez la réponse. On écoute derrière. On écoute derrière. La réponse, mesdames et messieurs. La réponse, c'est que je voulais vous amener à faire un effort, d'accord, intellectuel, à chercher un peu plus, à vous dépasser. Et je suis satisfait de vos réponses, sauf que ce n'est ni un cours d'art oratoire, ni un cours de prise de parole en public, mais il y a des règles. Vous prenez la parole au nom de qui? Qui êtes-vous? Déclinez au moins votre identité pour que l'on sache qui vous êtes. D'accord? Je suis Pierre Aziz Diouf, étudiant en 2e ou 3e année à Isaac Unidaf. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est le fait de s'engager à entreprendre, à développer une activité génératrice des revenus qui pourrait me permettre d'être autonome sur le plan financier et qui surtout peut me permettre d'employer d'autres jeunes qui seraient en quête d'emploi. Et nous devons, à ce titre-là, participer au développement du pays. Voilà, tout ce que vous voulez, c'était bien, vous avez bien tenté, j'ai bien aimé vos définitions. Et j'ai une préoccupation par rapport à cela, puisque vous dites que l'entrepreneuriat, c'est le fait de créer de la richesse, etc., pour que ça puisse profiter à vous et à d'autres personnes. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat au Sénégal est une solution pour la jeunesse? Je pense que non. Je vais vous décevoir, écoutez-moi bien. Non, pourquoi? Non, parce que, en discutant avec mes collègues tout à l'heure, lorsque nous prenions notre petit déjeuner, nous disions que l'Agence nationale, c'est comme ça, pour la promotion, c'est ça? Voilà, pour la promotion et l'emploi des jeunes, qu'on appelle l'ANPEJ, a été créée
dans le but déjà de fusionner les 4 entités qui existaient à l'époque et pour permettre aux jeunes de développer justement cette capacité-là de créer de l'emploi. En 2016, j'ai eu le honneur d'accompagner, ils étaient en réalité 1200. Et j'en ai eu que 120 à peu près jeunes Sénégalais, porteurs de projets, qui devaient être formés dans ce qu'on appelle la gestion de la micro-entreprise. Et dans ce programme de formation, j'ai été frappé. Mon Wolof, il est mélangé, il est djarassé comme on dit chez nos pays. Il est djarassé, donc il y a le français et le Wolof dedans. J'ai été frappé par la démission certaine, je le dis haut et fort, et j'assume mon propos, je peux répondre de ça, hein, partout où besoin, ou presse, voilà. La caméra me filme d'ailleurs. J'ai été frappé par l'abandon de ces jeunes-là. Vous savez, certains ont dû être menacés par l'ANPEJ pour venir à cette formation de développement personnel et de renforcement de capacité dans la gestion de la micro-entreprise. Ils avaient déjà reçu une part de financement de la BESIC, la banque voilà, vous connaissez les banques du Sénégal. Hein? Voilà. Ils avaient déjà reçu une partie d'argent. Et 90% de ces jeunes avaient déjà mangé l'argent. Et il fallait venir suivre une formation pour asseoir cette politique de développement d'activités commerciales. Malheureusement, sur les 120 mêmes qui étaient venus, 80% ne parlaient pas un français correct. N'allez pas me dire que le français n'est pas important. Ce n'est pas vrai. La langue officielle du Sénégal, c'est le français. Même si la langue locale dans laquelle on parle le plus souvent, c'est le Wolof, mais c'est le français. Je n'ai jamais vu une entreprise au Sénégal qui recrute en Wolof. Peut-être dans les régions les plus reculées, mais je n'ai jamais vu une entreprise qui recrute en Wolof. Votre entretien d'embauche se passera, si vous voulez chercher du travail, soit en français, soit en anglais. Mais je n'ai pas encore entendu dire qu'une entreprise a recruté des commerciaux en Wolof. On vous demandera, est-ce que vous parlez Wolof? Si oui, c'est un plus parce que dans les zones les plus reculées, certaines personnes n'ont pas accès au français. Vous aurez la capacité à négocier des produits à vendre, etc. dans la langue locale. Mais j'ai été frappé par ça. C'est pas ça le problème. Mais par l'absence de volonté des jeunes. Ils sont venus le premier jour, le deuxième jour, plus de la moitié ne se sont pas présentés à cette formation. Mais moi je fais quoi? J'exécute ma formation. L'État me paye pour ça. J'empoche mon argent. Et ceux qui sont venus bénéficient de cette expertise, et ceux qui ne viennent pas, mais retournent dans la recherche d'emploi. Et fait étrange, dans ces jeunes, une bonne partie ne connaissait pas où se situe l'ANPEJ. Ça c'est grave. Vous cherchez à développer une activité, mais vous ne savez pas où on trouve l'information pour développer une activité. Et quand on parle ici d'une solution pour la jeunesse, j'ai envie de vous poser la question, quelle jeunesse? Quelle jeunesse? On parle de quelle jeunesse? La jeunesse qui a transformé ou qui a créé son propre système LMD, lutte, musique, danse, ou la jeunesse qui est consciencieuse et qui comprend qu'en réalité, l'État ne peut pas toujours tout donner. On parle de quelle jeunesse? La jeunesse qui passe 95% de son temps dans les boutiques à acheter des produits pour le make-up. On parle de quelle jeunesse? De la jeunesse qui s'adonne aux activités. Oui, on aime tout la faire. Désolé de dire ça, ça avait été. Je ne vais pas vous choquer, mais c'est vrai. Vous savez de quoi je parle. On aime tout. Je vais faire un schéma. S'il n'y a pas de tableau, nous les enseignants là, on aime bien les tableaux. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Bon, comme vous êtes super intelligent, je n'ai pas besoin de tableau. Vous allez juste me suivre attentivement. Vous voyez le cercle du ventilateur, vous voyez ça? Vous voyez ça, non? On va faire ensemble, on va faire un cercle comme ça. On peut faire ça, on va le faire. Imaginez-vous dans l'esprit qu'il y a un cercle comme ça. Comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez ça?
Un cercle comme ça. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous aimez. On va prendre un autre cercle comme ça. On va le coller, mais on va le mettre un peu, voilà, d'accord? Comme s'il était un peu dans l'autre. C'est ce que les gens veulent. On va prendre un troisième, on va coller aux deux autres. C'est ce que vous avez comme capacité pour réaliser quelque chose. Mais entre nous, 95% des projets des jeunes aujourd'hui, pas qu'au Sénégal, se retrouvent dans la situation suivante. J'aime ça, ils ont besoin de ça, mais je n'ai pas d'argent pour mettre ça en place. Et votre première pensée, c'est aller voir les banques. J'ai envie de poser une question aux jeunes femmes dans la salle. Combien tu dépenses chaque jour pour te maquiller? Combien tu dépenses? Désolé. Oui, 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 oui. Oui. Elle dit zéro. Elle ne se maquille pas. La femme là, c'est ce qu'elle veut. Elle va se maquiller quand elle sera un peu plus vieille. Elle cherche d'abord à développer son activité. Les autres, combien coûte votre téléphone? Oh, merci. Tout ce que j'ai pu faire, souffrir à leur côté, n'était qu'un sacerdoce. Ça veut dire une croyance en moi, doublée d'une obligation, parce que pour moi, si ils échouent, c'est mon échec. De sorte que, quelle que soit par ailleurs la motivation, nous devons adjoindre à cela l'acte. Joindre la motivation à l'acte, ou l'acte à la motivation nous permettra d'aller de l'avant. Alors, parlons d'entrepreneuriat et être entouré de M. Badji que je connais, que vous connaissez mieux que moi, des institutionnels qui représentent l'État, et M. Kassa qui est passé va devoir m'incliner à dribbler un tout petit peu le thème de l'entrepreneuriat pour vous inviter sur un terrain qui est aujourd'hui d'actualité et qui est d'une haute importance dans la mesure où pour entreprendre, il faut en avoir le temps. Pour entreprendre, il faut avoir l'espace dans lequel entreprendre. Et pour entreprendre, il faut avoir la paix sociale et la stabilité d'un pays pour pouvoir le faire. À partir de là, je suis motivé d'autant plus par une invitation que j'ai reçue le 6 juin passé, qui m'est venue de l'entourage immédiat du ministre de l'Intérieur, M. Diop, qui, après une discussion, ils se sont accordés autour de ma personne pour pouvoir faire une communication à la jeunesse de Khombole, sa ville d'origine. Pourquoi? Parce que dans la même semaine, il y a eu des jeunes de la localité qui se sont levés et qui sont allés pour incendier la caserne des sapeurs-pompiers. Incendier la caserne des sapeurs-pompiers. Ça veut dire que ce sont des pyromanes qui se sont invités à la solution contre les pyromanes. Alors que moi, j'ai grandi à Thiès et j'ai tout le temps entendu des sirènes pour lesquelles on me disait que ce sont les sapeurs-pompiers qui vont intervenir à Khombole. Les politiciens, d'après les indépendances, se sont battus pour que Khombole ait une caserne de sapeurs-pompiers, ils ne l'ont pas réussi. Jusqu'à très récemment, l'État du Sénégal a cru devoir installer des casernes de sapeurs-pompiers de proximité pour davantage permettre donc la gestion de proximité de la sécurité de tout un chacun. Et qu'est-ce qui se passe? Des enfants, des jeunes qui sont nés de la dernière pluie, qui décident maintenant d'anéantir tout cela. Et quand j'ai introduit mon sujet pour la conférence, je leur ai dit que j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui, mais il aurait suffi tout simplement que celui-là qui a eu l'idée
d'aller incendier les sapeurs-pompiers, que sa maison, à lui, prenne feu. Si au même moment où lui, il avait l'intention d'incendier la caserne de sapeurs-pompiers, sa maison prenait feu, il se rendrait compte de pourquoi, pendant autant d'années, des politiciens, des religieux, des jeunes ont contesté et ont revendiqué donc l'implantation d'une caserne de sapeurs-pompiers au niveau de Khombole. Ce n'est pas maintenant un épiphénomène. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a la graine de la violence qui est en train de germer dans nos têtes et qui est portée par un faux discours politique qui, en réalité, n'a de finalité que l'assouvissement d'un intérêt crypto-personnel qui devrait pouvoir passer par des cadavres, mais surtout par un pays qui est complètement détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a des politiciens qui ont envie d'obtenir ce qu'ils veulent. Refuser cela. Parce que eux, de leur temps, les politiciens qui étaient là faisaient leur politique, mais leur donnaient la possibilité d'aller à l'école, de revenir, de se former. Et aujourd'hui, d'avoir des ambitions politiques pour pouvoir diriger ce pays-là. Aujourd'hui, c'est vous qui allez à l'école, mais c'est à vous que l'on s'adresse. C'est vous qui allez incendier ces casernes. C'est vous qui allez incendier les véhicules des gens. C'est vous qui allez incendier les maisons des gens. Une personne qui ne vous connaît pas, que vous ne connaissez pas, parce que quelqu'un a fait un discours, vous allez, dans Thiès, aller chercher la voiture d'une personne acquise à la suite de plusieurs années de dur labeur. Vous mettez le feu à cette voiture-là et vous dites que vous faites de la politique. C'est pas vrai. C'est de la méchanceté. Et je suis juriste, je vous parle. Quand il faudra plaider pour que celui qui a fait cela passe le reste de ses jours en prison, je serai devant pour plaider cela. Il faut que l'on soit sérieux dans ce pays-là. Il faut que les gens sachent que ce pays-là, nous l'avons hérité. Donc, qui sont beaucoup plus méritants que nous pour avoir existé à une période beaucoup plus difficile que la période dans laquelle nous vivons. Et nous avons l'obligation de transmettre ce pays-là à des générations qui ne sont pas encore conçues, mais qui doivent, et parce qu'ils ont le droit de naître dans un pays en un seul morceau pour pouvoir naturellement continuer le travail. Nous sommes dans un monde actuellement où la tromperie est favorisée par ce que vous portez ici, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Les discours que l'on vous sert ne sont pas de la vérité. Quand ça vient du camp du président de la République qui vous dit que tout est en rose, c'est pas vrai. Quand ça vient du camp de l'opposition qui vous dit que tout est mauvais, c'est pas vrai. Parce qu'il n'existe pas sur terre un seul lieu où tout est rose. Mais le Sénégal constitue un des pays les moins lotis dans ce monde-là. Nous avons l'obligation maintenant. Vous savez que le Sénégalais, de l'intérieur et de l'extérieur, tous réunis, ne font pas la population de Abuja. Une seule ville qui fait 22 millions d'habitants. Nous tous réunis, de l'intérieur et de l'extérieur, nous faisons 16 millions. Ça veut dire que le Sénégal est un tout petit pays. Et vous constituez la génération qui aujourd'hui a plus de droits que n'importe quelle génération de par le passé. Pourquoi? Parce que nous, ce que l'on nourrissait comme ambition, ce que l'on nourrissait comme rêve, c'était de voir tout simplement la possibilité d'avoir un emploi, quel que soit le type d'emploi. Ou bien pour certains, de sortir du pays et aller donc émigrer. Aujourd'hui, je suis une personne qui est très bien placée parce que je sers d'interface à des Européens qui aujourd'hui installés en Europe cherchent à venir émigrer au Sénégal, c'est-à-dire au lieu de connaître l'émigration, le Sénégal va faire face à l'immigration. Ils sont là et ce sont des Blancs. Ce sont des Blancs. Quand ils viennent, ils reçoivent mon numéro de téléphone de je ne sais pas où et ils me disent je suis là. Ou bien je serai au Sénégal, je voudrais être accompagné sur le plan juridique parce qu'il me faut ceci, il me faut cela et c'est telle personne qui nous a confié cela. Alors nous allons voir donc qu'il y a un mouvement inverse. Quand
il y a un mouvement inverse, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ce pays-là. Quand les Européens ont quitté la Sicile pour aller vers l'Argentine, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, c'est parce qu'il n'y avait rien en Sicile d'autre que des volcans et qu'il y avait donc le bon climat et la possibilité de cultiver en Amérique latine. Ils se sont mobilisés pour partir. Quand les Africains ont décidé de quitter l'Afrique pour partir vers l'Europe, c'est parce qu'il n'y avait plus de rêve. Donc si l'on constate qu'il y a des Européens, des Chinois, des Indiens qui font leurs valises et qui viennent s'installer au Sénégal, c'est justement parce que le rêve que nos anciens ont nourri pour aller vers l'Europe a habité ces Européens, ces Indiens et ces Chinois qui viennent s'installer chez nous. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Quand la personne fait une transhumance, c'est pour assurer sa survie. Aujourd'hui au Sénégal, nous recevons des nationalités, plusieurs nationalités. Vous allez au tribunal, il ne se passe pas un seul jour où il n'y a pas de procès contre des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest qui parlent anglais. Parce qu'ils sont venus s'installer. Mais on ne peut pas aller s'installer quelque part où on ne nourrit pas des ambitions, où on n'a pas la possibilité donc d'avoir un avenir meilleur. Cet avenir-là maintenant doit être entre les mains de tout un chacun ici. Le discours que je prononce est un discours qui est devenu une religion pour moi. Parce que je me fais l'obligation de parler à des Sénégalais. En leur disant que dans le marché de l'emploi, c'est la compétence qui fait la différence. Ce n'est pas la nationalité. Quand vous allez dans une entreprise, vous allez trouver beaucoup de nationalités. Quand vous arrivez avec votre compétence, vous pouvez bénéficier maintenant d'une discrimination positive parce que je préfère employer un cadre sénégalais à la place d'un cadre non sénégalais. Mais si vous n'êtes pas en mesure de satisfaire, on sera obligé de vous mettre de côté pour prendre le cadre étranger. Et les étrangers sont sûrs de cela. Ils viennent non seulement dans nos pays pour chercher du travail, mais ils viennent dans nos pays pour étudier ce que vous-même vous étudiez. Donc, il ne s'agira pas ici d'être bon, comme l'a dit Kassa. Il s'agira d'être excellent. Mais quand on est excellent, il faut s'attendre à recevoir l'excellence tout autour de soi. Et à partir de là, maintenant, ce sera le credo que vous allez vous faire de la capacité à transcender l'ensemble des difficultés qui se dressent devant vous. Mais pourquoi je dois être à ce niveau de motivation? C'est parce que je suis dans mon pays et je dois servir donc de référence. À partir de là, l'État ne pourra jamais tout faire. Il n'existe pas un pays où l'État fait tout. Le seul pays au monde que je connais où il n'y a pas de chômeurs au jour de ce jour, c'est Andorre. Parce que c'est une toute petite principauté où les étrangers ajoutés aux résidents, c'est-à-dire aux nationaux, ne font pas plus de 70 000 personnes. 70 000 personnes, c'est la moitié d'un quartier à Dakar. Donc, nous sommes dans un pays qui a combattu pour en arriver là. Et la nature maintenant s'ouvre à vous. Parce que votre génération, qui sera diplômée 5 ans d'ici à 6 ans, va assister à ce que le Sénégal a de mieux, c'est-à-dire ses réserves qui ne sont pas encore exploitées. Nous avons les photos de Dubaï qui datent de 1975. En 1975, des chameaux portaient des charges et reliaient des quartiers de Dubaï qui en réalité n'étaient constitués que comment ça s'appelle, de tentes. En 1975. Aujourd'hui, c'est la destination du monde entier. Donc il faut croire en cette capacité de transformer le désert en un jardin. Parce que ce sont les Arabes qui disent que la différence entre le jardin et comment s'appelle la différence entre le désert et donc le jardin, ce n'est pas en réalité l'eau, mais c'est l'homme. C'est l'homme. À partir du moment où maintenant vous avez un gouvernement qui dit qu'il est prêt à vous accompagner en mettant de l'argent, il ne faut pas vous mettre dans la tête
cette histoire de discrimination qui a pour soubassement la politique. La politique est une stratégie, c'est une voiture que les gens qui veulent aller vite prennent, mais leur destination n'est pas fermée. Ça veut dire que le politicien qui pense pouvoir construire une maison en faisant de la politique et rien que de la politique verra d'autres maisons autour de sa maison construites par d'autres personnes qui n'ont pas fait de la politique. Donc il est possible d'arriver là où ils sont sans faire ce qu'ils font et comme ils le font. La violence est l'ennemi. Partout où elle a existé, ce pays a été anéanti. Et je dis que tous ceux qui ont utilisé la violence comme moyen d'expression et de solution des difficultés se sont retrouvés autour d'une table parce que la négociation a été la dernière à avoir raison, surtout. Donc, non seulement vous devez porter ce message de paix, de concorde sociale, de conscientisation de la masse vis-à-vis de ces politiciens qui voudront vous faire revêtir des t-shirts, vous remettre des billets de 5 000 francs, de 2 500, un sandwich pour vous mobiliser d'une localité à une autre localité, histoire de meubler et tout simplement de montrer qu'ils existent politiquement, mais tout aussi refuser ce politicien qui viendra vous dire que pour que vous puissiez faire passer mon projet, il faudra tuer, il faudra casser, il faudra brûler. Refuser. Il faut carrément refuser. Entre l'école maternelle et ce jour, comptez le nombre d'années qu'il y a. Ça veut dire que vous avez investi votre existence jusqu'à ce jour pour vous former, pour être des gens qui doivent pouvoir être indépendants, qui doivent pouvoir parler et se faire écouter, qui doivent pouvoir influencer, quel que soit le moyen que vous utilisez, mais il faudrait que cette influence-là et que ces actions-là s'inscrivent dans la positivité parce que c'est de cela que ce pays-là a besoin. On aurait pu continuer le débat, on aurait pu le faire ailleurs. Il vous reviendra de continuer cela, mais l'essentiel c'est la culture de la paix. Refusez la violence, refusez tout discours qui vous invite à la violence et vous verrez que ce pays-là connaîtra beaucoup de nationalités. Parce que les gens sont en train de venir, simplement parce que vous avez un pays qui est assis sur une mine d'or, mais qui doit vous servir avant de servir les autres. Je vous remercie. Parce... Ok, merci le meilleur de sa génération, l'excellence de l'excellence, Monsieur Ndiaye national. Ce que j'ai retenu de votre discours. Depuis que je suis né, je prends la peine de choisir ce que je mange. Pas parce que je ne peux pas m'acheter un job tous les jours. Mais manger un yaboy, ce n'est pas un problème aussi. Depuis que je suis né, je choisis certaines activités dans ma vie parce que je sais qu'elles peuvent être utiles pour moi. Je n'ai pas d'amis, étrangement. Parce que je sais que si je veux réussir dans la vie, je dois me priver de certains plaisirs. L'entrepreneuriat ne deviendra une solution pour la jeunesse au Sénégal que si la jeunesse est consciente. Que si la jeunesse va vraiment dans le sens de ce que j'appelle étudier pour réussir. Vous savez, beaucoup viennent à l'école parce qu'ils ne veulent pas rester à la maison. Oui, beaucoup viennent à l'école parce qu'ils voient leurs amis partir à l'école. J'ai l'habitude de dire aux gens, vous n'êtes pas nés pour accompagner les autres. Si l'entrepreneuriat doit devenir une réalité pour vous, et pourtant nous avons des exemples au Sénégal. Pour ne citer que deux, Babacar Ngom, que nous connaissons tous, après son bac, son père a voulu qu'il aille en France, il a dit non. Il a dit non. Vous ne pouvez pas réussir, même si vous lancez l'entrepreneuriat, si vous aimez la fête. Je vais raconter une histoire. Avant de raconter l'histoire, je pose la question, qui aime ses parents ici, lève la main.
nos parents, ça c'est sûr. Mais je vous pose la question à vous. Qui aime ses parents, lève la main. J'ai dit, soyez précis. Regardez mon statut. Soyez précis. J'ai posé la question. Qui aime ses parents, lève la main. Je n'ai pas dit de dire moi. Moi, c'est pas lever la main. Voilà, merci. Maintenant, écoutez l'histoire là. C'est l'histoire de Samuel. Qui peut dire non à son père s'il lui demande 2000? Qui peut dire non? Bon, papa encore. Il y a un adage de là où je viens qui dit la mère c'est sûr, papa c'est peut-être. Vous comprenez, non? Vous comprenez ce que je dis? La mère c'est sûr, mais papa peut-être. Laissons papa. Je sais que tous, comme moi-même d'ailleurs, nous sommes très sensibles vis-à-vis de nos mamans, n'est-ce pas? Qui peut dire non à sa maman si maman lui dit donne-moi 2000? Qui peut dire non? Merci pour l'amour que vous avez pour vos mères. Mais écoutez l'histoire de Samuel. Samuel est un jeune Sénégalais qui a étudié, il a eu le bac, il a fait 5 ans d'université et il a cherché le travail, il n'a pas trouvé. Pendant 5 ans, il commençait à développer une expertise dans la recherche d'emploi. En d'autres termes, il commençait à faire carrière dans la recherche d'emploi. Un jour, ses amis du lycée et de l'université sont venus lui rendre visite. Et comme les filles ont une grande mémoire, il y a l'une d'entre elles qui a dit à Samuel, finalement, tu n'as rien trouvé jusqu'à présent. Écoutez, Samuel peut être n'importe qui ici. Il a dit non, je cherche toujours. Mais quand nous étions à l'université, il nous arrivait d'aller vers Soubédioune, n'est-ce pas? Oui. J'ai le souvenir que tu mets les pirogues qu'on prend pour aller à la pêche là. Merci. Non, non, pas de retrouver la pêche. Allez chercher les poissons. Pas aller chercher l'argent de l'autre, mais les poissons dans l'eau. Elle lui a dit, mais pourquoi tu ne te lances pas dans une activité comme ça? Samuel a dit, ok, je vais essayer. Il a cherché l'argent. Vous qui demandez de l'argent, arrêtez ça. Tout le monde dans cette salle, tout le monde est en âge de chercher et de trouver de l'argent. Arrêtez de tendre la main à vos parents. Ayez pitié d'eux. J'ai vu au Sénégal un homme de 45 ans, marié, père de 4 enfants. C'est son père et sa mère qui achètent encore la dépense, qui paye la dépense. Il est marié, il travaille. C'est son père qui paye la dépense dans la maison. On va dire, les mamans disent, non, mon enfant, je ne veux pas qu'il aille loin. Et les garçons aussi justifient ça. Non, ma mère veut que je reste à la maison familiale. C'est faux. Prends l'enfant d'autrui, on ne marie pas la fille d'autrui pour faire d'elle la bonne de tes parents. Prends l'enfant d'autrui, marie-la, va chercher une maison. Et occupe-toi de tes parents. Alors, Samuel va se lancer dans la recherche d'argent. Si vous cherchez du travail, vous allez trouver. Et je dis souvent aux gens, si tu as cherché longtemps, tu n'as pas trouvé, c'est parce que Dieu a fait de toi quelqu'un qui doit donner du travail aux autres. Mais si toi tu penses que, et c'est comme ça que les Français nous ont formatés, toi dans ta tête c'est recherche d'emploi. Je suis spécialiste en technique de recherche d'emploi. Je forme des gens. Ça fait 8 ans. Chaque année, je réunis près de 1000 jeunes et je forme sur comment on cherche du travail. Mais je ne veux plus faire ça. Je dois maintenant former sur comment on crée du travail. Parce qu'il y a tous des chercheurs et qui ne trouvent rien. Après, ils deviennent aigris, ils deviennent délinquants, ils braquent les gens. Et la délinquance s'accroît dans le pays. Il faut créer. Si tu as cherché, tu n'as pas trouvé. C'est parce que Dieu n'a pas fait de toi quelqu'un qui doit tendre la main tout le temps. Maïma, 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 maïma. Tu ne t'appelles pas maïma. Dieu t'a peut-être fait pour que tu donnes aux autres, mais tu ne sais pas. Tu passes ton temps à chercher, à chercher, à chercher. Samuel est allé chercher l'argent. Il a trouvé 500 000. Il a créé son entreprise. Il a commencé à avoir de l'argent.
Vous aimez trop vos parents, il faut les détester un moment. Son grand frère qui habite à Kaolack a appris que Samuel a une entreprise à Dakar. Il a 2 enfants au collège, au lycée de Kaolack là-bas. Je ne connais pas les collèges de Kaolack, mais c'est là-bas. Merci. Il vient à Dakar. Il dit à son petit frère Samuel, Samuel, ne me sonne trop. Ne me sonne. Là, je suis fatigué. Donne-moi l'argent. Tes neveux ont été chassés à l'école. Il aime trop ses parents. Il a pris l'argent. Il a donné à son frère. Voici la petite soeur de Samuel qui a Ziguinchor, à Bignona, exactement. Avec son fiancé. Elle dit, je vais me marier. Elle a entendu que son grand frère Dakar a créé une entreprise. Elle est venue chez Samuel. Samuel, je veux me marier. Voici mon fiancé. Aide-nous. Vous avez vu ça? Toi tu cherches femme. Toi tu cherches femme. Non. Toi tu cherches femme. Mané, toi tu cherches femme. Et c'est toi qui parles avec ta fiancée. Chez son frère, dit donne-nous l'argent parce qu'il travaille. Pour marier la fille d'autrui. Donc c'est la fille là qui se marie même. C'est elle qui te marie. Tu n'as même pas honte. Samuel aime trop ses parents. Il a pris l'argent, il a donné à sa petite soeur. Elle allait se marier à Ziguinchor. Un grand mariage. Samuel a pris l'argent. Il est allé aux Almadies. Il y a une boîte de nuit là-bas qu'on appelle le duplex. Il a fait la fête. Tellement il était content. Ses parents sont venus vers lui. Il a donné de l'argent. Le reste, il allait faire la fête. Au bout de 3 semaines, l'entreprise de Samuel est tombée en faillite. Samuel appelle son grand frère qui est à Kaolack. Son grand frère dit, je suis en Espagne avec les enfants. Ils n'ont pas pris la mer, hein. Ils ont pris l'avion. Samuel appelle sa soeur qui est à Bignona. Elle dit, je suis en ce moment en Guinée-Bissau, à mon mari. On est dans les affaires. Aidez-moi. Ils ont l'accroché. Samuel est retourné dans son chômage où il était. J'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute, je sais que tu aimes tes parents. Il y a une personne qui m'a récemment dit, avant de payer ta maison, la maison où tu habites, si tu es locataire, pense à la première maison dans laquelle tu as habité. Le ventre de ta mère. C'est fort, hein? Je reprends. Avant de payer ta maison, là où tu habites, pense à la première maison dans laquelle tu as habité, le ventre de ta mère. En d'autres termes, prends soin de ta mère. Ta mère, c'est ton fétiche. Si tu veux réussir dans la vie, ta mère, c'est ton fétiche. Si elle est contente, tes affaires vont prospérer. Si elle n'est pas contente, tu peux monter, descendre, aller frotter je ne sais quel genre de crème. Tu ne seras jamais crème, tu seras tout noir. Et quand la femme là m'a dit ça, et je lui ai dit, mais est-ce que je peux te dire quelque chose? Elle dit oui, je dis, il m'est arrivé de dire non à ma mère, temporairement, parce que je voulais que demain elle puisse jouir de mes biens. Si elle me demande de lui, je dis maman, pour l'instant, patiente un peu, je suis en train de faire quelque chose qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'argent. Au lieu de 2000, nous aurons 20 millions. Et tu seras encore plus contente et je pourrai vraiment prendre soin de toi. Maman a compris, j'ai travaillé. Aujourd'hui, quand elle demande l'argent, c'est le montant qu'elle demande que je lui donne. Mais si j'avais fait comme Samuel, assurément que je n'aurais pas pu aider mes parents. Une jeunesse qui veut véritablement entreprendre au Sénégal doit avoir aussi le cœur un peu comme ça, un peu dur. C'est pas tout ce qu'il faut donner. Et je sais à quel point il est difficile dans nos pays, surtout au Sénégal, de trouver du travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des Sénégalais qui viennent de France, il y a des Sénégalais qui viennent du Danemark, des États-Unis, de Londres. Tout le monde n'a pas les moyens financiers pour aller étudier à l'étranger. Et quand ils viennent, ils ont la primeur de poste dans les entreprises de la place. À la Sonatel, quand vous y allez, vous trouverez des gens qui parlent un français autre que le français que nous parlons. Et à un moment, je me dis, mais vous savez un incubateur en interne où vous prenez les gens, vous les formez d'abord, ils parlent un français qui est proche de la France. J'ai rencontré un à l'ANER,
un cadre de l'ANER, il venait du Danemark, il a fait 12 ans au Danemark et 17 ans en France. Il est rentré, il travaille dans une entreprise étatique, dans une grande agence de l'État, agence des énergies renouvelables, nationale des énergies renouvelables, l'ANER. J'aurais aimé rencontrer à l'ANER un jeune qui serait passé par ISEC, cadre. Je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que même l'emploi là-bas est sélectif. Alors, on va se tourner vers l'entrepreneuriat. Mais pour réussir dans l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas faire long feu là-bas si vous n'avez pas un mental d'acier. J'ai envie de vous dire, vous devez accepter que l'on vous insulte, que l'on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Pardonnez-moi, je vais être un peu dur avec vous. Si on dit, si tu es une fille, on dit de toi que tu es sale. Accepte d'être sale pour un moment. Pour que demain, tu sois la femme que toutes les autres femmes de ta localité auront en modèle. Je t'en prie. Tu dépenses, quand je regarde les femmes de cette salle-là, je ne vous dirai pas qui, mais vous brillez trop. Et si on vous dit, est-ce que vous avez 15 millions dans votre compte bancaire? Il n'y a même pas 200 francs là-bas. Mais c'est vrai, vous brillez trop. Si vous travaillez, oui, mais vous êtes encore sur les bancs de l'école. Vous ne travaillez pas encore. Et vous brillez trop. J'aime les garçons parce que parfois les garçons, c'est pas pour me moquer d'eux, ils sont parfois un peu n'importe comment. Les cheveux en pétard, hein? Les chaussures remplies de poussière. Et les femmes méprisent ce genre de personnes-là. Et tu ne sais pas qu'il y a un maquissage dedans. Le gars que tu méprises de fatigue là, il vient, il est sale, crasseux. Hein? Tu ne sais pas que c'est un maquissage demain. Toi, tout ce que tu veux, c'est quelqu'un qui vient en 4x4, qui fait bim bim. Dès qu'il va se faire la vite, ça on aussi, il faut dire. Ah, refaites l'air. Caille, je te repose. Tu es content, tu vois. Mais voici dans la voiture. Climatisée. Tu sais comment il a fait pour avoir une voiture climatisée? Je disais à mes frères, à mes frères ici, dehors, je ne vais pas parler d'argent. Je peux faire un cours d'entrepreneuriat du début jusqu'à la fin, mais ce n'est pas l'objet. Je viens réveiller les consciences encore en sommeil. S'il vous plaît, quelle est la responsabilité de la jeunesse au Sénégal quand elle veut entreprendre? Et laissez-moi vous dire, je suis désolé, j'ai étudié, j'ai compris, j'ai regardé, j'ai observé, et j'ai encore observé. L'État fait des efforts colossaux pour que la jeunesse au Sénégal travaille. Le président Macky Sall récemment a encore pris des mesures. J'ai été même sélectionné parmi les professeurs dans une école, je ne te demande pas discrétion, qui a soumissionné et qui a une marché d'accompagnement des jeunes dans l'équipe. On va les aider, les former pour qu'il y ait un peu plus d'emploi, pour qu'il y ait des créations d'entreprises. On attend juste le signal de l'État pour commencer. L'État fait des efforts. J'ai moi-même eu l'occasion et le bonheur d'accompagner les conscients d'emploi de l'ANPEJ sur comment on peut accompagner les jeunes. L'État fait des efforts. Mais même les parents font des efforts. Mais la jeunesse, quels sont les efforts que vous faites vous-même? Quand ça ne marche pas, c'est l'État. L'État n'est pas responsable de tout ce qui vous arrive comme malheur. J'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu s'est chargé de prendre ce qui est difficile. Jusqu'à maintenant, que je veux dire, personne n'était conscient qu'il était en train de respirer. Mais si vous pensez que respirer est facile, allez à l'hôpital, demandez à ceux qui ont la Covid. Je l'ai eu. Le 6 janvier, j'ai apprêté à voyager. J'arrive à l'étranger pour exécuter une mission au compte de mon cabinet. Je suis chef d'entreprise, pour ceux qui ne savent pas. Je suis propriétaire d'entreprise. Je vais où je veux. Il n'y a pas un pays du monde où je ne peux pas partir. Il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas manger ici au Sénégal. Il n'y a pas un hôtel où je ne peux pas dormir. D'accord? Je m'apprêtais à voyager. Le médecin m'appelle. Je déposais ma fille à l'école le matin à 8h. On me dit, monsieur, vous ne pouvez pas voyager. Pourquoi? Non, vous avez la Covid-19. Ah oui? Ouais. Ok. Je suis rentré chez moi, j'ai reporté mon voyage. Je me suis mis en quarantaine, j'ai pris de l'azithromycine, Célérin là, on vend ça en pharmacie. Si quelqu'un a Covid ici, il faut aller voir ça, tu vas guérir. J'ai pris Célérin là, Citus et de Doliprane, 1000. J'ai bu, je me suis enfermé, comme les médecins m'ont conseillé. Au bout de 2 semaines, je suis allé faire test de contrôle négatif. Je suis allé faire test Covid pour voyage négatif. J'ai voyagé, je suis allé travailler mon argent sur l'entrée au Sénégal.
que tu veux faire de ta vie. Tu attends tous les autres. Tu passes ton temps à t'adosser sur les autres. Il est temps de prendre le relais. Libère tes parents de ce fardeau. Essaie de te mettre en tête que tu peux entreprendre et tu peux réussir. Les gens me disent souvent, mais monsieur, comment vous avez fait pour en arriver là? Les amis, les gens admirent Youssou Ndour pour son argent, pour ses milliards. Mais les gens ne veulent pas comprendre la route que Youssou Ndour a empruntée pour arriver là. Les gens aiment Bougane Gueye Dany pour son argent. Mais les gens ne veulent pas comprendre la route que Bougane Gueye Dany a empruntée pour arriver là. Les gens aiment Baba Kangon pour ses milliards. Mais les gens ne veulent pas comprendre comment il a fait pour arriver là. Les gens aiment la fin des choses. Et c'est comme ça que nous sommes conçus. Oui, les gens aiment les bijoux. Les femmes qui portent des boucles d'oreilles ici, qui coûtent 50 000, juste une boucle. Vous aimez l'or. Mais vous ne refusez de passer par le creuset du fondeur. La chaleur qui fabrique cet or-là. Le moule dans lequel on met ça pour que ça cette forme-là. Vous refusez ça. Au Sénégal, j'ai mangé, j'ai même inventé une sorte de riz que j'ai appelé le riz cubé. J'étais étudiant. Je mangeais du riz sans huile, sans sel, sans poisson. Même pas l'odeur du yaboy. Même pas. Le seul ingrédient dans mon riz, c'était le cube magique. Et j'ai dénommé ça riz cubé. Je n'avais pas de fourneau. Je déposais sur la dalle du bailleur où j'habitais à Dieu peu à l'époque. Le temps que le soleil, dans la journée, je priais qu'il ne pleuve pas. Si le soleil tapait ma cocotte, ça chauffait le riz là, fermé. Ça m'amenait à avoir des grains mous. Et le soir, quand je rentrais vers 18h à la maison, je prenais ma pâte de riz, je posais dans ma chambre. Et je mangeais la pâte de riz. J'ai mangé ça. Et je me dis avec fierté. Mon premier emploi, on m'avait promis 80 000 à l'époque. C'était trop d'argent. Et mon employeur me payait 10 000 toutes les 2 semaines. Et pour avoir les 10 000 là, il fallait courir de rien pas. Pour te donner 10 000. Et à l'époque, ma chambre coûtait 20 000. C'était l'argent suffisant pour la chambre. Mais Dieu m'aime trop. Il va rentrer dans le cœur de mon bailleur sans pour autant m'avoir rencontré pour lui expliquer mes problèmes. Il dit, écoute jeune homme, cette fois tu prends 3 mois, tu ne payes pas le loyer. Et soudainement, il y a une de ces filles qui devient ma petite soeur. Tous les soirs quand je venais de l'école, je trouvais un plat de djemboudjé noir devant la porte de ma chambre. Je mangeais ça. Aujourd'hui, quand je vais voir la famille là, je charge ma voiture de sacs de lit, d'huile, je vais déposer. Et c'est là que le papa là va me rappeler, les enfants que nous avons dans la vie ne sont pas forcément les enfants qui sortent de nous. Et quelqu'un m'a dit un jour, un enfant bien éduqué ne manque pas de parents. Vous comprenez, hein? Vous voulez entreprendre? Je vous en prie. Armez-vous d'abord de confiance en soi. Qui es-tu? Que dit-on de toi? Es-tu capable? Est-ce qu'on te maltraite? Est-ce qu'on t'insulte? Je dis souvent aux gens, si tout le monde t'aime, c'est que tu es malade. Si tout le monde t'aime, tu es malade. Allez à l'hôpital, tout le monde aime les malades. Pour rencontrer quelqu'un qui est souffrant, qui est en phase terminale d'un cancer, tout le monde l'aime. Parce qu'on sait que ces jours sont comptés. Mais si toi, tout le monde t'aime, c'est que tu as des problèmes de santé. Bats-toi pour ton avenir. Une jeunesse qui étudie. Une jeunesse qui prend conscience de son avenir, c'est aussi une jeunesse qui se dit, je n'attends pas les banques. Les amis, les banques ne prêtent plus de l'argent. Surtout nous qui avons des parents pauvres. On regarde d'abord, quelle est ta capacité de remboursement? Est-ce que tes parents ont un immeuble à hypothéquer? Il n'y a pas. On va te prêter quel argent? Les parents ont une hutte derrière, il y a un village, à Micole. Micole ici, c'est même fatigue. Hein? À Micole. Tes parents ont une hutte à Micole. Tu penses qu'on peut hypothéquer la bicoque de tes parents pour rembourser le crédit? Non! N'attends rien de personne! Mais respecte les gens. Et bats-toi. Je dis souvent aux gens, la plus grande richesse que vous puissiez posséder, ce n'est pas l'argent. Ce sont les relations. Et apprenez à rendre service aux gens sans demander quoi que ce soit en retour. Faites-le. Moi je repars tout de suite à Dakar. Dès que j'ai terminé, je repars à Dakar.
Ça vous fait quoi? Si ma voiture repart si remplie de fluide. Je dis bien, ça fait quoi à qui? Si ma voiture repart ici remplie de fluide. S'il y a un jeune qui m'entend là, l'idée dit le monsieur l'a parlé, dit rends service à quelqu'un, ne demande rien en retour. Tu ne sais pas ce que la prière de l'homme peut faire dans ta vie. Si vous m'achetez des fruits, je mets dans ma voiture, j'amène à ma famille, ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat? Il y a des spécialistes qui vont vous parler de comment monter un projet. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu vous dire, s'il vous plaît, vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat? Vous voulez que ça devienne une solution pour la jeunesse au Sénégal? Bouchez vos oreilles. Bouchez vos oreilles. Qu'est-ce que vous savez faire? Je dis souvent aux gens, chacun d'entre nous a une capacité, a reçu un don de Dieu. Il y a quelque chose que vous faites comme personne ne peut faire. Qu'est-ce que c'est? Dans cette salle, pendant que je parle, je vois des femmes qui ont un don en art culinaire, capables de faire un tchémoudjen qu'on ne peut pas trouver ailleurs, même par Saint-Louis. Mais elles se disent, est-ce que si je fais de la restauration, ça peut m'aider? Ne vous trompez pas, l'école ne rend pas riche. Je dis souvent aux gens, je ne suis pas allé à l'université pour devenir riche. Je suis allé apprendre à compter, à lire et écrire pour que j'ai la capacité de discuter avec des futurs clients de moi. L'école, ce n'est pas pour avoir de l'argent. L'école, c'est pour éviter, parce que certains se disent, si je ne suis pas instruit, je ne peux pas discuter avec certaines personnes. J'ai honte de moi parce que je n'ai pas été à l'université, je n'ai pas de licence, je n'ai pas de master, je n'ai pas de doctorat. Si vous voulez le doctorat, je forme des docteurs. Ils sont combien? Ils sont pleins là, au chômage. Ils n'ont pas d'argent. Je ne sais pas faire le désordre. Je vous en prie. Mettez-vous dans la recherche de quelque chose que vous savez faire et développez cette chose-là. Les gens veulent commencer grand. Comment on fait, M. Kassa, pour avoir 2 milliards? Moi, je n'avais pas. Mais je sais que mon objectif fixé là. Vous savez, je dis souvent aux gens, vous ne pouvez pas échouer dans quelque chose que vous aimez. Si tu échoues dans quelque chose que tu aimes, c'est que tu es malade. Si tu aimes quelque chose, mets-toi à travailler cette chose-là. Les amis, je reviens d'un voyage. Je suis allé prendre quelques millions là-bas. Avant de quitter le territoire où j'étais, j'avais déjà fait la réservation d'un autre voyage dans le même pays. Pour aller encore prendre des millions. Et pour moi, c'est un objectif, c'est fixé. Je sais que à telle période, j'ai déjà réservé mon billet. À telle période, je repars. Donc tous les matins, quand je me réveille, j'ai l'objectif là. Dans 3 mois, je repars. Puisque je repars, j'ai cette vision. Et à cette vision, j'associe une stratégie. Et à la stratégie, j'associe des objectifs. Et quand ces objectifs deviennent des actions, je suis sur le chemin qui me conduit à mes millions. Personne ne peut me détourner dans ce sens-là. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui vous passionne? Et arrête de penser que quand on te dit yo, c'est que tu fais la vaisselle à rien. Et c'est comme ça que les gens dans ton entourage sont spécialistes du découragement. Il y a des gens qui sont diplômés bac plus 30 en découragement. Dès que tu commences quelque chose, bah il a fait mille, baroule quoi? Tout le monde est dans le baroule. Tu commences quelque chose, en Afrique c'est comme ça, c'est pas seulement au Sénégal. Hein. Vous savez, en Europe, aux États-Unis, les gens ont la culture de la richesse. Il y a des familles de l'arrière grand-père. Jusqu'à maintenant, ils sont riches. Ce n'est pas un problème chez eux, ce n'est pas un luxe. Mais en Afrique, quand on voit un riche quelque part, on fait des longues queues, d'ici fatigue, pour venir demander 100 francs aux riches. Et quand ils ne donnent pas, on dit les mauvais. La preuve, ce sont nos propres frères, parfois même du même ventre, qui vous créent des problèmes. Pourquoi toi tu as plus d'argent que moi? On n'a pas la culture de la richesse. Mais de grâce, travaillez à devenir riche. La richesse, ce n'est pas l'argent, c'est un état d'esprit. Si je suis malade tout de suite, j'appelle. J'ai tellement de médecins que j'ai formés dans ma vie, dans mon téléphone. Dès que j'ai dit, docteur Diop, je suis à la Sorbonne, ça ne va pas. 2 ou 3 ambulances sont venues me chercher ici. Parce que j'ai compris que la richesse, ce n'est pas l'argent. Ce sont les gens. Vous voulez entreprendre? Mon dernier conseil avant de vous faire un exercice. Vous voulez entreprendre? Vous voulez vraiment entreprendre? Acceptez que l'on vous méprise. Si vous pouvez, faites comme j'ai fait.
J'ai démissionné en 2010 avant de devenir mon propre patron. J'ai travaillé dans des entreprises avant pour avoir les rudiments de comment on fait la petite comptabilité, d'accord, de comment on gère un personnel, etc. Ayez cette petite expérience si jamais elle se présente à vous. D'accord? Parce que c'est aussi un peu tomber dans la mer comme ça. Lui, M. Kassa a parlé, je deviens entrepreneur. Tu ne sais même pas comment on fait, on enregistre une opération bancaire, tu ne sais pas comment on fait une déclaration de TVA, tu ne sais pas comment on fait un recrutement, tu ne sais pas comment. Toutes ces choses-là, si elles te manquent, tu vas avoir un problème. Tu vas te sentir limité par rapport aux autres. Tu ne peux pas solutionner aux appels d'offres de l'État parce que tu te dis non, je n'ai pas la compétence pour ça. Formez-vous pour créer de l'emploi. Est-ce que quelqu'un peut lever la main si et seulement si ce que je vais dire te concerne? Est-ce que quelqu'un peut lever la main et prendre l'engagement, si tu n'es pas encore salarié, de dire, même si demain je deviens salarié, je dois me battre pour que je crée de l'emploi pour les autres? Quelqu'un peut lever la main ici? Voilà. Les autres, ce sont les employés. Et j'ai envie de dire aux employés, sans pour autant vous invectiver, mais c'est la vérité. Quelqu'un a dit un jour, le salaire, c'est un pot de vin qu'on donne à quelqu'un pour oublier son ambition. Les cimetières sont les endroits les plus riches au monde. Il y a tellement d'emplois là-bas, tellement de projets, mais qui sont morts avec ces personnes. D'accord? Le salaire ne rend pas riche. Certaines personnes, à l'instant où je parle, nous sommes en juin. Quand le salaire de juin va tomber, c'est pour régler les problèmes de février 2020. J'ai dit février 2020. Ils vivent dans le passé. Nous sommes remplis de dettes. Quand le salaire vient, les besoins dépassent de loin le salaire que nous avons à recevoir. Comme disait Gbagbo, si tu fais de la politique et que tu es riche, c'est que tu es un voleur. Si tu travailles, tu as un salaire et que tu es riche, c'est que tu es un voleur. Si tu veux être riche, fais les affaires. Et faire les affaires, c'est accepter qu'on se moque de toi, accepter qu'on t'insulte, accepter qu'on crie sur toi, accepter d'encaisser, accepter de te dire j'ai confiance en moi, j'aime l'adversité. C'est dans la difficulté que Dieu va te faire un chemin pour que tu réussisses. N'attends rien de personne, mais respecte les gens. La déception, c'est quoi? C'est la perception jugée insuffisante des attentes que tu as placées vis-à-vis de quelqu'un. Mais si tu n'attends rien de personne, mais que tu respectes les gens, Dieu va se souvenir de tes efforts. Et tu seras le Joseph de ta famille. Tu vas aider tes parents à connaître l'excellence, à connaître les sommets. Je t'encourage à croire en toi, en ton potentiel. L'État peut t'accompagner. Même l'État, quand on dit je veux créer quelque chose, on te dit il faut que tu aies 30% du capital que tu recherches. Mais si tu viens avec 0 francs, tu dis voici mon projet, je vais créer quelque chose, on dit mais qu'est-ce que tu as déjà toi-même mis dedans? Mais si tu viens avec 30% de ce que tu cherches, facilement les gens peuvent t'aider. Alors aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Merci monsieur Kassa. Nous allons observer une pause de 10 minutes en attendant de recevoir.